Alors, pour la plupart des participants me connaissent et connaissent la maison des associations, mais il y a quelques petits nouveaux, donc je vais me permettre de prendre 1 ou 2 minutes pour représenter la MDA. Donc, je suis Amélie Paquet, j'en suis la coordinatrice. Et donc, la maison des associations, c'est une SBAI qui est basée à Chimay et qui couvre un territoire d'action des 13 communes du Sud entre Sambre et Meuse. Nous avons 3 objectifs. Le premier, c'est de visibiliser et de faire la promotion des SBL qui se trouvent sur ce territoire, ainsi que les initiatives qu'elles mettent en place, de former et d'accompagner les personnes qui sont investies dans ces associations par le biais de formation, de café info, de permanence, etc. Et de favoriser les collaborations et les échanges de ressources entre toutes ces SBL afin de créer un maillage associatif local. Voilà. Alors, ce matin, on est donc avec les 2 coworking de la région, la ferme coworking de Chimay et le coworking de Casserolle de Mariembourg. Et donc, je vais laisser quelques petites minutes pour présenter leur structure. Et après, nous ferons un petit tour de table pour un peu voir qui nous est également. Donc, bonjour à tous. Donc, Marty et moi, on se situe au même endroit. On a utilisé 2 écrans, comme ça nous permettra de capter les choses différemment. Et Marty va vous présenter un petit peu notre espace. Donc, bonjour à tous, moi c'est Marty, donc animateur à la ferme coworking. La ferme coworking, c'est un espace de bureau partagé. Donc, il y a plusieurs espaces délimités. Ici, on est dans la salle Le Moulin, donc c'est une salle où on peut faire un peu plus de bruit, où il peut y avoir aussi des formations. À côté, on a un petit salon, une cuisine, et on a aussi une salle de réunion. Ici, pour l'instant, elle est utilisée pour l'impression 3D. Et derrière nous, on a une salle, c'est la salle coworking principale, c'est là où les gens s'installent. Donc on a plusieurs outils ici disponibles, donc écran, imprimante, internet. On a aussi la spécialité c'est un peu de photo vidéo tout équipé. Donc si vous avez besoin de photos professionnelles, d'une petite vidéo, etc., on peut vous former grâce au projet Active Ardennes à utiliser notre matériel, on va dire, de projet. Donc voilà, pour résumer, c'est un projet qui en est à sa 3e année. On a une quinzaine de coworkers. Voilà, la spécificité, c'est qu'on a ce studio, donc avec pas mal de compétences médias en interne. Et d'où aussi la demande de la LDA pour les accompagner aujourd'hui. Voilà, donc moi c'est Valérie Dudard, donc je travaille pour le bureau économique de la province de Namur et une de mes casquettes, parce qu'il y en a plusieurs, mais une de mes casquettes, c'est de gérer et d'animer le coworking de Mariembourg, qui s'appelle le coworking 420 du nom de cette nouvelle autoroute. Et donc, nous avons l'espace de coworking, c'est comme à la ferme, on peut accueillir tout type de professionnels, tout secteur confondu, tout statut confondu, qui ont besoin d'un lieu pour travailler. Mais au-delà du lieu pour travailler, c'est vraiment un mode de fonctionnement où on peut échanger avec des personnes qui sont d'autres secteurs. Et il y a souvent un support aussi d'animation. On essaye d'organiser toute une série d'animations, de formations pour cette communauté de coworkers. Et je dirais la ferme comme le coworking de Mariembourg, c'est vrai qu'on a des spécificités dans le domaine du numérique au sens large, et c'est pour ça que Camélie nous avait demandé de voir un petit peu ce qu'on pouvait vous proposer en termes de découverte de quelques outils qui facilitent le télétravail. Et donc, on va procéder comme suit, c'est-à-dire que on a décidé de présenter les outils par type d'usage. Donc, il y a 6 grands usages au niveau des outils pour travailler à distance. C'est des outils pour communiquer à distance en temps réel à plusieurs, avec vidéo ou en audio. On est typiquement sur un de ces outils qui s'appelle Jitsi. Il y a tous les outils qui permettent d'organiser son agenda et de le partager avec d'autres, ce qui est encore plus essentiel quand on n'est pas sur place et qu'on télétravaille, de pouvoir gérer son temps à plusieurs. Planifier aussi des réunions quand on veut organiser des réunions en ligne ou des réunions en présentiel quand on pourra enfin le faire, s'organiser à plusieurs pour trouver une date commune. Écrire un document, de plus en plus, on utilise des outils collaboratifs pour travailler sur des documents à plusieurs, que ce soit des feuilles de calcul ou des documents type Word, etc. Donc ça, il existe des outils pour ça aussi. Partager ces documents, soit les envoyer parce qu'ils sont trop lourds, soit les stocker de manière permanente, mais en dehors de son ordinateur pour que chacun ait accès aux mêmes documents en dehors de son propre ordinateur. Et alors, le dernier usage, c'est pouvoir s'organiser de manière, échanger des idées, s'organiser sur des projets, et tout en gardant une trace. Et tout ça toujours à plusieurs, parce que qui dit télétravail
bien souvent, c'est pas télétravail, je suis pas seule, je travaille avec des autres, mais nous sommes dans une dimension à distance. Donc ça, c'est les 6 usages les outils pour faire ça, hein, ces 6 types d'usages. Et il y a quand même, on a différencié au niveau des outils, il y a 3 grands types d'outils en termes de philosophie. Il y a ce qu'on appelle les outils libres et gratuits. Donc ça, ils sont gratuits en général, mais ils sont libres. Ça veut dire que contrairement à des choses comme Facebook ou Google, ce sont des produits, on vous donne le mode d'emploi, c'est-à-dire que et ça garantit la sécurité des données, la confidentialité des données, il y a une certaine éthique derrière. C'est les outils libres et gratuits. Puis vous avez les outils gratuits, vraiment gratuits, voilà, qui sont à disposition, qui coûtent pas 1 euro, mais souvent quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Donc, les données sont un petit peu parfois récupérées. Et alors, il y a tout ce qu'on appelle les outils freemium ou premium. Donc, c'est des outils qui vous sont proposés gratuitement, mais avec des limites dans le temps ou des limites dans les fonctionnalités, etc. Si vous voulez aller plus loin avec cet outil, à ce moment-là, il devient payant. Donc ça, c'est les trois grands types d'outils. Tout ce qui est gratuit et libre, avec une certaine philosophie, une certaine éthique. Tout ce qui est gratuit tout court, mais attention, c'est vous le produit. Et tout ce qui est produit limité en gratuit, mais qui deviennent payants. Donc ce qu'on appelle les freemium ou les premium. Et donc on va démarrer avec donc au niveau du fonctionnement un petit peu du webinaire. Donc vous êtes tous en muet, ça c'est pour éviter d'avoir tous les bruits. C'est pour ça qu'on dit aussi qu'il faut souvent mettre des écouteurs, on évite les bruits parasites. On vous propose, donc on va faire les 3 premiers usages et puis on fera une pause question. Si vous avez des questions, on vous propose de les indiquer dans le chat. Donc le chat, il se trouve en bas à gauche de votre écran. À côté de la main, vous voyez une main. Quand vous cliquez à droite de la main, vous avez le chat. Et c'est là que vous pouvez poser vos questions. Donc, au fur et à mesure de notre exposé, vous pouvez poser vos questions. Amélie, ensuite, nous fera un petit résumé des questions. Et à la moitié du webinaire, on répondra déjà à ces questions. Et à la moitié du webinaire, on vous donnera aussi, pour ceux qui veulent prendre la parole, ils peuvent activer leur micro et ils pourront aussi poser leurs questions en live. Donc, on va commencer par communiquer à distance en temps réel avec le besoin de partager l'écran. Je vais quand même dire quelque chose. Parfois, on utilise un bazooka pour tuer une mouche. Ce qu'il faut se dire, c'est que parfois, le téléphone est la première chose à utiliser en télétravail. Bien souvent, quand on est à 2 et pas plus, et qu'on n'a pas besoin de partager un écran, le téléphone reste quand même le premier outil. Après, quand on est plusieurs, et donc qu'on doit parler à plusieurs, qu'on doit éventuellement partager son écran, là, ça devient intéressant d'utiliser des outils de vidéo ou bien d'audioconférence. Et le premier qu'on voulait vous présenter, donc ici, on va pas aller loin dans les outils, hein. On vous donne une vue d'ensemble, vous aurez ensuite un document qui reprend tous les outils. Et si vous voulez approfondir des outils qui vous ont parlé pendant ce webinaire, à ce moment-là, vous aurez un questionnaire sur quels outils vous souhaitez, quels usages vous souhaitez approfondir. Okay, donc ici, c'est vraiment de la découverte. Et donc, Jitsi, c'est le premier, vous êtes dessus. Vous êtes sur l'outil de vidéoconférence Jitsi. Il est complètement gratuit, sécurisé, c'est de l'open source. Donc, on ne récupère pas les données. Et alors, pourquoi on l'a choisi? C'est sa simplicité d'utilisation. Donc, je vais partager mon écran. Et donc, voilà. Ici, je suis sur Jitsi. Vous voyez? Et donc, je vais sur cette adresse, tout simplement. Ici, je vais taper le nom d'une réunion, le nom que je veux donner à ma réunion. Ici, vous êtes sur la réunion kit du télétravail. Vous cliquez sur créer et voilà, c'est parti. Vous allez avoir en fait, si je fais créer ici, j'ai créé une réunion Jitsi et je copie le lien et je peux l'envoyer aux différents participants. Voilà. Je reviens vers vous. Donc, Jitsi, c'est hyper simple. Les gens n'installent rien, ne doivent pas se créer de compte. On envoie le lien, et enfin, vous l'avez fait aujourd'hui, et vous êtes sur l'outil. Après, il y a des fonctionnalités intéressantes à développer dans Jitsi, mais on ne va pas aller plus loin. Mais voilà l'outil dans son ensemble. Il y a un autre outil qui s'appelle si vous voulez, par exemple,
avoir un écran blanc où les participants peuvent écrire, si vous voulez faire des notes partagées, donc là c'est un peu plus interactif. Il y a un deuxième outil libre qui s'appelle Big Blue Button, donc je vais juste vite vous montrer, voir à quoi ça ressemble. Voilà, Big Blue Button, c'est d'ailleurs beaucoup utilisé, si jamais vous ne voyez pas ou que ça va trop vite ou qu'il y a des problèmes, vous pouvez le signaler, hein. Et Amélie relaiera. Donc, Big Blue Button, c'est beaucoup utilisé, notamment par les enseignants. Et là aussi, c'est gratuit. On démarre un salon et on invite les gens et on a accès à différentes possibilités. À savoir aussi, et je terminerai là-dessus, que au niveau de Jitsi, on peut très bien aussi ne pas utiliser la vidéo, mais que l'audio. Si on a des problèmes de connexion, de bande passante, mais qu'on doit discuter à 4, ben, on n'active pas sa caméra, mais on active uniquement le micro. La voix est beaucoup moins lourde que l'image et on sait faire de la conférence à plusieurs uniquement avec la voix. Voilà, je vais passer alors à Marty et Nicolas qui vont vous présenter Google Meet qui fait partie des outils Google. Voilà, Nicolas. Oui, donc voilà, Valérie va vous présenter donc les solutions open source et nous, on a pris l'habitude d'utiliser les outils de Google. Donc, je vais partager rapidement mon écran. Donc, pour partager mon écran, donc voilà, une fois que vous êtes connecté à Gmail, vous avez la possibilité de consulter toutes les petites applications qui font partie de l'écosystème Gmail. Donc, on va vous les montrer aujourd'hui. Maintenant, celle qui nous concerne ici, c'est Meet. Et en fait, ça fonctionne vraiment plus ou moins de la même manière que Jitsi. Donc, on démarre une réunion et on va avoir un code, ou alors on entre le code d'une réunion existante. Donc, je vais pas le démarrer parce que ça va faire un petit peu bugger notre vidéoconférence à nous, mais je vous invite à tester. Voilà, si vous avez déjà une adresse Gmail ou c'est des choses que vous utilisez déjà, n'hésitez pas à le tester pour voir ce qui fonctionne le mieux. Donc, nous, on a participé à un webinaire où il y avait plus de 50 participants et ça fonctionnait très bien. Donc voilà, pour l'équivalent Google. Oui, à savoir que Jitsi, par contre, au-delà de 20, ça ne marche plus très bien. Mais jusqu'à 20, ça marche bien. Bien entendu, on est toujours tributaire quand même de la connexion de chacun. Votre connexion fait beaucoup aussi. Ça, c'est le propre des outils de vidéoconférence. Voilà, donc ça, c'était 3 outils pour organiser une vidéo ou une audioconférence quand on a besoin de faire une réunion à plusieurs en télétravail. La deuxième chose, c'est organiser son emploi du temps à plusieurs, partager des agendas, des tâches. Et donc là, au niveau des outils libres, moi, je vais vous montrer. Donc, il existe une ASBL française qui s'appelle Framasoft et qui propose toute une série d'outils libres. Et j'en ai plusieurs dans la présentation d'aujourd'hui. Et donc là, je vais vous montrer en fait Framagenda. Donc, on est dans l'usage d'organiser son emploi du temps, le deuxième usage au niveau des outils numériques. Et Framagenda, en fait, c'est véritablement un outil qui vous permet de créer votre agenda, d'y intégrer vos réunions, vos événements et de partager cet agenda avec d'autres, voire de le rendre public. Ça vous permet également de gérer vos contacts ou toute une série de listes de tâches dans l'agenda avec un agenda qui est synchronisé aussi sur les téléphones portables, les smartphones. Voilà, donc ça, c'est un outil gratuit et libre qui existe depuis quelques années déjà, qui fonctionne très bien, qui n'est pas trop moche, parce que parfois, les outils libres, c'est un peu ce qu'on leur reproche, n'est-ce pas, Nicolas? C'est qu'ils sont pas très beaux. Mais ici, ça va. Voilà, donc ça, c'est pour Framagenda. Et puis, Nicolas ou Marty? Alors, effectivement, moi, c'est un onglet c'est 2 onglets qui sont toujours ouverts. C'est ma boîte mail et mon agenda. Vous voyez ici toute une série de couleurs par rapport aux agendas et en fait, vous voyez les correspondances ici. Donc, il y a un agenda maison, un agenda coworking, un agenda Oui Nicolas. Donc, c'est toutes mes activités entre guillemets. Et donc, il faut savoir que l'agenda coworking, est partagé avec Marty. Et donc, ça nous permet de travailler sur un agenda commun. Quand un coworker fait une demande de réunion, quand un coworker fait une demande de location d'espace, on utilise cet agenda commun pour communiquer.
Et alors, au début, on utilisait les fonctionnalités simples, hein, donc choisir une date et juste mentionner de quoi il s'agit. Maintenant, de plus en plus, on va assez loin dans les descriptions et on vous invite à le faire en fait. Parce qu'on peut spécifier le lieu de la réunion, on peut y mettre une description, et donc en fait ça peut servir d'un petit peu d'outil de gestion organisationnelle. Voilà, on avait rendez-vous avec quelqu'un, on a déjà le numéro de la personne si jamais il y a un souci. On a un lieu qui est fixé, et là, en fonction même parfois de vos smartphones, ils vont vous faire une petite alerte bien avant pour que vous soyez à temps à votre rendez-vous. Donc voilà, c'est l'équivalent agenda de Google, et ça fonctionne plutôt bien. Il y a une petite spécificité. Donc, quand vous allez tout à droite de l'écran, vous avez Task, un petit bouton ici. Donc voilà, là, ça permet d'assigner des tâches. Nous, on ne l'utilise pas, mais vous savez qu'on peut le faire. Et voilà, ici, on n'a pas le temps de montrer tout, mais c'est une fonctionnalité qui existe aussi. Ok, et donc là, il y a un autre aspect dans l'organisation de son temps qui est tout ce qui est planification de réunions à plusieurs, trouver la bonne date. Donc en général, vous connaissez peut-être déjà Doodle. Donc un Doodle, ça permet. Et donc ici, l'idée, c'est de vous montrer également, et Nicolas va vous l'expliquer, on peut le faire dans Google Agenda. L'idée, c'est de trouver une date commune pour planifier une réunion, qu'elles sont en ligne ou qu'elles sont en présentiel, plutôt que d'envoyer 14 mails, de faire 10 coups de fil pour trouver une date commune entre 5 ou 10 personnes. Et donc, je vais... Où est-ce qu'il est? Voilà. Et donc là, il existe au niveau des outils libres et au niveau de Framasoft ce qu'on appelle Framadate. Donc voilà Framadate. Donc c'est vraiment c'est un outil qui fait deux sortes de choses. Organiser ses réunions, ses rendez-vous. Donc on le voit ici sur la capture d'écran. Donc moi avant j'utilisais Google, maintenant j'utilise Doodle, pardon. Et maintenant j'utilise ça. Donc on choisit différentes dates avec des plages horaires et puis on envoie le lien aux gens et les personnes répondent et donnent leur disponibilité. Et finalement, ici par exemple, on voit 4 personnes, c'est un maximum, sont d'accord pour le vendredi 24. Donc ça, c'est vraiment, Framadate sert à ça. Et voilà, deuxième possibilité, c'est de créer un sondage classique pour envoyer à plusieurs personnes des propositions, par exemple, sur une idée particulière ou l'organisation de quelque chose et avoir l'avis de chacun. Et donc, c'est un sondage simple. Donc, voilà à quoi sert Framadate. Et donc, là aussi, c'est relativement simple à utiliser et c'est gratuit. Mais, comme Nicolas va vous l'expliquer, Google Agenda permet de manière intégrée de faire ça également. Donc, quand vous voulez créer un nouvel événement, vous avez deux possibilités. Soit vous avez déjà une date pressentie et vous cliquez sur une zone encore libre. Ou alors, vous pouvez aussi cliquer sur créer ici en haut à gauche. Et donc, vous pouvez commencer par ajouter des invités. Donc là, je vais rajouter Marty. Et alors, on va avoir la possibilité de voir les disponibilités des gens. Et une fois, on peut aussi comme proposer une date. Et alors, les gens pourront proposer de la date. Mais je propose qu'on n'aille pas beaucoup plus loin. Ou tu veux que j'aille plus loin, Valérie? Oh non, pas forcément. L'idée, ici, c'est vraiment de dire, il y a Framadate, ou si on utilise un agenda Google, on peut aussi faire la même chose, c'est-à-dire que proposer 4 ou 5 dates différentes à une dizaine de personnes et les personnes choisissent la date qui convient. Donc, on sait faire la même chose dans Google Agenda. C'est ça. Vous voyez ici, l'avantage entre guillemets de Google, mais il y a aussi des liens qui sont dans les logiciels libres. Ici, tout est intégré. Donc, quand vous créez votre événement, vous avez déjà la possibilité de lancer votre Google Meet. Et alors, quand vous rajoutez un lieu, si vous ouvrez ça sur votre smartphone, vous allez pouvoir ouvrir Google Maps. Donc voilà, c'est un petit peu comme Mac. Quand on dit qu'on choisit une orientation, on s'enfonce dedans et on découvre l'écosystème. Et c'est parfois très pratique. Mais voilà, c'est des choses qu'il faut bien réfléchir à la base parce que c'est assez puissant, mais on reste chez Google, ce qui peut aussi poser des soucis, notamment éthiques, par la suite. Voilà.
Donc ben là, on a déjà fait un tour d'horizon donc des différents outils pour communiquer à distance en temps réel. Là, on vous a présenté Jitsi, Big Blue Button très rapidement et Google Meet. Avec ça, il y a déjà de quoi faire. Pour organiser son emploi du temps, ben, Google Agenda qui fait partie de la suite Google, Framagenda et Framadate qui sont des outils libres. Donc là, s'il y a des questions, je crois qu'Amélie, on peut éventuellement déjà y répondre. Alors, j'avais Françoise qui me demandait comment inviter des personnes dans Google Agenda, mais c'est ce que Nicolas vient juste d'expliquer. Donc, je ne sais pas si on peut aller plus loin. Oui, j'ai une petite remarque par rapport à ça. Donc, pour profiter pleinement des outils de Google, il faut avoir une adresse Gmail. Donc, c'est-à-dire qu'on va vous montrer, on a la possibilité d'inviter des gens à travailler sur un document en ligne, que ce soit un Word ou un Excel. Maintenant, on va avoir plus de fonctionnalités si la personne a elle-même une adresse Gmail. Donc, on va voir quand on est connecté en même temps, et voilà. Donc, si dans votre organisation, les outils Gmail, vous en êtes convaincu, ça serait bien un terme de généraliser une adresse Gmail par personne, parce que sinon, on se prive de certaines possibilités que je vous expliquerai tout à l'heure. Et même en partant de l'agenda, ça commence déjà par là, en fait. Nous, on fait cohabiter nos adresses @la-ferme.be avec nos adresses privées Gmail, parce qu'il y a un vrai intérêt pratique. Maintenant, si c'est l'objectif et qu'on est convaincu de travailler avec les outils de Gmail et qu'on veut travailler avec ces adresses d'entreprise, c'est aussi possible. Donc, je pourrais exploiter les adresses nicolas@la-ferme.be dans Gmail directement. Donc, là, c'est payant. Voilà, je vous invite à tester, à voir si c'est des outils qui vous plaisent, qui vous correspondent. Et à ce moment-là, vous pouvez envisager de transformer votre adresse en adresse vraiment Gmail Pro. Ce qui coûte, je pense, 5 € par mois par utilisateur. Donc voilà, ça fait un certain budget, mais pour une entreprise de 2-3 personnes, ça fait 150 € par an pour des outils qui font gagner des dizaines d'heures par an. Donc, ça reste un investissement intéressant pour nous. Voilà. Est-ce que Françoise veut ce que Nicolas a montré était suffisant pour ajouter, par rapport à sa question, ou elle veut qu'on montre elle peut désactiver activer son micro si elle veut. Elle nous dit que tout est OK. Ah, ça va. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas de mon côté, mais peut-être que quelqu'un veut... Voilà, si quelqu'un veut intervenir à une question, il peut désactiver son micro et poser... Bon, on passe à l'usage numéro 4, alors qui est un des usages quand même les plus utiles et qui devient le plus courant, c'est-à-dire partager des documents. Hein, vous savez, beaucoup... travailler sur un document, l'envoyer par mail, le corriger, le renvoyer par mail, ça fait des mails et puis on se perd dans les versions des documents. Ça, c'est vraiment une perte de temps phénoménale. Il y a aussi, parfois, on veut envoyer des documents, mais qui sont trop lourds et on le zip, on le coupe en petits morceaux, on trouve... voilà, aujourd'hui, il y a des solutions pour envoyer des documents volumineux. Donc, au niveau des partages de documents, vous avez ça. Soit je dois transférer des dossiers volumineux, soit je dois stocker de manière permanente des documents que je veux rendre disponibles à un maximum de personnes dans mon ASBL. Alors, pour le transfert des fichiers volumineux, tout le monde connaît WeTransfer, je suppose. Enfin, voilà, WeTransfer, que je ne conseille pas, parce que WeTransfer, vous stockez, on ne sait pas très bien ce qu'ils font avec les documents, ça passe par des serveurs américains, par rapport à la version gratuite, on ne sait pas trop, donc c'est un peu obscur. Donc, il y a d'autres solutions qui marchent très très bien pour le transfert de fichiers volumineux. Donc, je vais... alors, Smash, c'est français, ou suisse, je ne sais plus, non, c'est français celui-là. Et donc, il n'y a pas de limite. Donc, ça peut être 2 gigas, ça peut être 80 gigas. Il n'y a aucune limite. Donc, c'est même pour une vidéo assez importante, très lourde. Donc, Smash, pas de limite en termes de taille, mais une limite en termes de temps. Donc, les personnes à qui vous envoyez, donc vous envoyez le fichier, vous renseignez les adresses email des personnes qui doivent recevoir ce fichier, et elles récupèrent les fichiers sur leur ordinateur. Et donc, ici, pas de limite de taille, mais une limite dans le temps de 14 jours. Donc, les gens à qui vous envoyez le fichier ont 14 jours pour récupérer le fichier. Ici, ils ont une charte très claire par rapport à l'utilisation des données. Et alors, au-delà de Smash, il y a aussi Gros Fichiers, où là, c'est suisse. En général,
je veux dire, les produits suisses, ils ont une politique par rapport à la sécurité, à la confidentialité des données qui est quand même réputée. Et ça se remarque aussi dans tout ce qui est outils fichiers numériques. Et donc, Gros Fichier, je vous le partage aussi. Là, vous voyez, donc Gros Fichier, pareil, vous sélectionnez votre fichier, vous l'envoyez par adresse mail, les personnes récupèrent le fichier. Alors ici, la limite est de 10 gigas. Et il y a une limite dans le temps également, je ne sais plus de combien, mais qui est un peu plus longue que sur Smash. Donc là aussi, pour envoyer des vidéos ou des gros fichiers PDF, des gros dossiers, c'est assez utile. Et alors, vous avez également, c'est tout. Framadrop, je ne le présente pas parce qu'il ne fonctionne plus très bien. Donc Smash, français, gros fichier suisse. Et alors, vous avez évidemment chez Google la possibilité de faire ce genre de manipulation. Nicolas va vous le montrer. Je te passe la parole, Nicolas. Alors, vous êtes ici dans ce qu'on appelle Google Drive, donc le cloud en ligne de Google, et plus spécifiquement dans le dossier en ligne La Ferme. Donc, c'est un dossier qui existe depuis 4-5 ans maintenant, donc qui contient des centaines de mégas, voire plusieurs gigas. Faut savoir que quand vous commencez un abonnement, vous commencez votre Drive avec votre adresse Gmail de base, vous avez un espace de 10 gigas. 15, gratuit. Et donc, moi, je l'ai étendu à 200 gigas par mois pour pouvoir avoir suffisamment d'espace pour les différents projets. 200 gigas par mois, je crois que ça coûte 1 euro ou 2 euros par mois. Donc, ça reste quelque chose de démocratique. Et c'est à partir d'ici qu'on va centraliser tout le travail un peu qui est fait à la ferme. Donc, c'est notre serveur à nous. Et on va aussi bien y glisser des documents, donc des photos, des images, des documents Word, qui créent des documents de la suite Google. Donc, je vous montrerai plus en détail après, mais c'est à partir d'ici qu'on va pouvoir créer un Word en ligne, qu'on va pouvoir créer un Excel en ligne ou un PowerPoint en ligne. Donc voilà, c'est notre dossier général qu'on utilise pour partager les choses et travailler de manière collaborative. Et alors, c'est aussi possible de partager quelque chose, je veux dire, à l'extérieur du groupe en définissant à qui on veut partager un dossier complet. Donc ça peut être très intéressant. On a fait un événement où on a une quinzaine de photos d'une soirée événementielle. On veut le partager en une fois aux 10 journalistes de la soirée. Eh bien, on va rajouter les 10 adresses des journalistes ici et ils auront accès à ce dossier tant qu'on ne leur retirera pas l'accès. C'est là la nuance avec Dropbox, avec WeTransfer, c'est que ici, voilà, le document est accessible tant que son propriétaire l'a rendu accessible. Voilà, mais donc tu pourras enchaîner, mais effectivement, Google Drive peut servir comme gros fichier Smash ou WeTransfer à partager des fichiers qui sont volumineux, mais là, on n'a pas de limite de temps. Mais Google Drive, c'est surtout un disque dur en ligne et à partir duquel vous pouvez stocker et collaborer. Mais là, tu peux, en fait, Nicolas, si tu vas aller un peu plus loin dans cette description. Et donc, vous pouvez ainsi vous organiser plus facilement sur des projets et garder une trace en utilisant les outils qui se trouvent dans ce disque dur en ligne qu'est Google Drive. Donc, si tu veux montrer un exemple plus avancé, tu peux, hein, Nicolas. Vous voyez toujours mon écran, oui? Oui. Donc ici, en fait, moi, si je vais dans mon Drive, vous allez voir un joyeux foutoir, hein, comme surtout PC de graphiste. Maintenant, si je retourne dans le dossier de la ferme, vous voyez qu'il est spécifiquement partagé déjà d'emblée avec Marty. Donc tout ce qui se trouve, qui va être créé dans ce dossier, va être partagé systématiquement avec Marty. Donc c'est là où la nuance, oui, avec WeTransfer, qui sert à envoyer des fichiers, et puis c'est un petit peu une fois, et puis après on supprime. Ici, ça va rester actif en ligne. Et donc ça veut dire que dès que je vais créer un document Word, voilà, il va me demander si je veux le créer et le partager avec tous les copropriétaires finalement de ce dossier. Et une fois que je clique OK, mais il va m'ouvrir un nouveau document doc, donc l'équivalent d'un Word en ligne. Et donc, si je commence à taper un test de texte ici, Marty va pouvoir ouvrir ce document et il verra déjà le texte inclus.
Donc voilà, j'irai un petit peu plus loin une fois que Valérie aura présenté ces outils libres. Oui. Bah là aussi, c'est pas forcément. Donc pour le stockage aussi permanent de documents, donc avoir un disque dur en ligne où tout le monde peut aller chercher des documents et aussi travailler sur ces documents. Il y a 2 autres solutions, mais là qui ne sont pas en libre, parce qu'en libre, je ne connais pas d'équivalent intéressant. Donc ici, il y a un outil qui est également en Suisse, et c'est pCloud, donc c'est un disque dur en ligne. Et là, vous avez 10 gigas, qui est un stockage déjà assez important. 10 gigas gratuits. Après, il y a des fonctionnalités autres qui sont payantes, mais là, vous avez déjà 10 gigas en ligne où vous pouvez stocker des documents et les partager avec vos collègues. Et il y a aussi des petites fonctionnalités de partage, de collaboration. Mais donc, ça, c'est un outil qui existe depuis 6-7 ans et qui est assez fiable. pCloud, donc 10 gigas gratuits. Et alors, connu aussi... mais là, vous n'avez que 2 gigas, mais ça peut aussi être intéressant, c'est Dropbox. Donc ça, c'est quand même un outil plus connu. Voilà, Dropbox, mais à savoir, c'est aussi sur des serveurs américains, mais vous avez donc une version à 2 gigas gratuit de partage de documents. Voilà. Et donc ça, c'est pour le stockage, on va dire, avoir un disque dur en ligne plutôt que l'avantage, je vais revenir là-dessus parce que on voit pas toujours quand on n'est pas habitué, mais l'avantage du stockage de documents en ligne, c'est que on passe pas son temps à envoyer par mail et puis où chacun stocke sur son disque dur, ne retrouve pas forcément le document, on n'a pas la bonne version. C'est ça l'avantage, c'est que quand c'est en ligne, on envoie le document en ligne, il est partagé par tout le monde et on peut le retrouver à tout moment et dans la bonne version. Et donc, c'est ça qui est véritablement intéressant avec les stockages, les disques durs en ligne, on va dire, donc ce qu'on appelle le cloud. Voilà, et donc là, au niveau du dernier type d'usage, c'est s'organiser sur des projets, échanger ses idées et garder une trace. Donc là, on va plus loin que simplement partager un document, mais sur ce document de n'importe quel type qu'il soit, on va pouvoir chacun apporter sa pierre à l'édifice, travailler dessus et donc collaborer. Et là, au niveau de ces outils, je vais en présenter quelques-uns et puis je laisserai Nicolas terminer avec tous ces outils qui sont intégrés aussi dans Google et qui sont très performants. Mais voilà, moi je retiens en fait au niveau pour ne pas justement, on peut le faire par mail, hein, ça. Vous pouvez utiliser une boîte mail pour vous organiser sur vos projets, échanger vos idées, garder une trace. Mais voilà, le mail, ça reste très mail centré. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'outils qui sont centralisés, qui fonctionnent via une messagerie instantanée. Donc c'est un peu comme sur Facebook. Avec un mur, avec la possibilité de chatter dans l'outil, etc. Mais en mode, on va dire, plus professionnel. Et l'outil que moi, je retiens, qui n'est pas libre, mais qui est gratuit et qui a pas mal de fonctionnalités, c'est Slack. Et donc Slack, c'est vraiment, en fait, un outil qui est centralisé. Donc, on vous dit bien, libérez-vous des emails. Et en fait, c'est vraiment un outil qui est basé sur une messagerie, un chat, une messagerie instantanée. Mais dans cette messagerie instantanée, vous pouvez partager des documents, collaborer sur des documents, lancer une vidéoconférence ou une audioconférence. Ça fait partie des outils qui sont un peu plus récents, mais qui sont vraiment très performants. Et ça fonctionne on crée des équipes, on crée des canaux de discussion. La communication est vraiment centralisée et le partage est vraiment centralisé et ça permet de travailler vraiment de manière collaborative avec ce type d'outils. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en fait, le service est gratuit jusqu'à, je crois, 10 000 messages, ce qui est assez énorme. Et donc, ça veut dire que pour une petite équipe, on sait largement utiliser Slack en mode gratuit. Et alors, il s'interface aussi, ça veut dire qu'on peut faire des liens, quand on est dans Slack, on peut aussi faire des liens avec plein d'autres outils qu'on utilise, comme des outils Google ou d'autres, ou comme Dropbox, on sait lier les outils entre eux. Donc ça, c'est un outil qui est assez intéressant, que moi j'utilise dans un de mes projets. Je pense que Nicolas, vous l'utilisez au sein du réseau des espaces de coworking wallon. Voilà, donc c'est un outil intéressant aussi. Qui permet vraiment là de s'organiser. C'est vraiment du travail
collaboratif, quoi. Oui, une petite remarque par rapport à ces outils. Oui. L'origine de ces outils, c'est en fait de supprimer. L'objectif de Slack, c'est de supprimer les boîtes mail. Oui. Donc, en mais fait, ça, oui. C'est de se dire que tout document qui ne va pas avoir besoin d'une réponse détaillée et compagnie, ben voilà, on en fait un message direct à ses collaborateurs. Donc, quand on commence à utiliser ces outils, il faut avoir bien ça en tête, parce que sinon, on les multiplie et on a tendance parfois à disperser un petit peu les forces. Donc, vraiment, remplacer l'email dans nos structures à nous, c'est pas vraiment possible. On a affaire à des subsidiaires, des financeurs, des partenaires et compagnie. Maintenant, pour tout ce qui est en interne et qui permettrait de comment on dit, désengager la boîte mail de ses collaborateurs, ça peut être des outils intéressants à utiliser. Maintenant, nous, il y a un outil dont on n'a pas encore parlé ici, mais qui est assez puissant et qu'on a tous souvent sur nos ordinateurs, c'est Facebook. Donc, oui. Quand on ne veut pas faire un mail ou, enfin voilà, quand on veut juste demander tu seras bien là à telle heure ou que sais-je, ben on utilise souvent Facebook. Donc l'idée de ces Slack, c'est de remplacer plutôt ça que de venir remettre un nouvel outil. Donc si vous avez déjà des modes de fonctionnement par Facebook, vous trouvez ça facile de communiquer, d'organiser une petite visioconférence et compagnie, ben je vous invite à tester Slack parce que ça va se faire de manière plus professionnelle. On ne sera pas distrait par tout l'aspect personnel de Facebook. Et donc voilà, parce que c'est un des pièges. Moi, il faut savoir que 3 fois sur 4, quand je vais sur Facebook pour communiquer avec quelqu'un, je me retrouve à quitter Facebook et de ne pas m'envoyer le message, en fait. Donc voilà, ça, c'est un des pièges de Facebook. Oui, et donc... je ne sais plus ce que je voulais dire. Ah oui. En fait, oui, le mail, de toute façon, je pense que le remplacer... c'est un peu illusoire, mais en fait, moi, je vois le mail vraiment comme un canal officiel. On a une adresse mail comme on a une adresse pour son organisation, pour sa maison. Et ça reste vraiment le canal officiel, le mail, avec tous les externes. Et c'est là, c'est vraiment une communication, je trouve, plus officielle. Mais quand on doit envoyer un truc de 2 lignes à un collègue pour lui demander, je sais pas où se trouve, je sais pas quoi, enfin vraiment, ce qui fait partie de la conversation informelle qu'on a dans son association, son organisation. Alors là, des outils comme Slack sont beaucoup plus utiles parce qu'on se retrouve pas avec des mails qui sont inutiles et donc le mail reste l'outil, mais je le vois vraiment plutôt comme institutionnel, formel, etc. Et Slack comme un outil de communication informel, mais professionnel, ce qui n'est pas le cas de Facebook, dans une association. Pour compléter ce que tu disais. Et alors, moi, je vais finir avec 2-3 outils et puis tu enchaîneras, Nicolas, avec le reste de la suite Google pour s'organiser sur des projets, échanger ses idées. Moi, je vais vous parler d'un outil qui s'appelle Netboard. C'est peut-être plus anecdotique, mais ça peut être intéressant. Oui. Avant de continuer, parce que Marie nous pose 3 petites questions qui seraient peut-être intéressantes de répondre. Oui, pas de souci. Ne pas tout mélanger, peut-être y répondre maintenant. Donc Marie nous demande si sur Google Drive, quand on crée un document, exemple par un Word, est-ce que les personnes avec qui on le partage peuvent également faire des modifications? Oui, mais Nicolas, vas-y, mais oui. Alors oui, et c'est là où, comme je vous disais, l'importance de travailler avec des adresses Gmail. En fait, on va avoir plus de possibilités. Je vais vous le montrer en direct. Ici, vous êtes sur un fichier texte, donc un équivalent de Word, qu'on partage avec Marty pour notre communication. Donc, c'est la définition de notre abonnement full-time. Et vous voyez ici, Marty est présent parce que connecté avec son adresse Gmail. Donc, si vous invitiez quelqu'un d'extérieur, je veux dire une adresse Gmail, vous auriez déjà un petit avatar impersonnel, comme quand on arrive. Ça s'appellerait canard boiteux ou lion enragé ou. Ouais. Et on n'aurait pas les fonctionnalités intéressantes. Vous voyez, je peux même commenter en direct et on peut même faire en fait du chat directement dans le document. Et donc ici, vous avez le bouton partager. Et là, vous avez la définition des pouvoirs, on va dire, des compétences. Des rôles, oui. Des rôles, voilà. Guillaume Thibault, qui est un coopérateur de la structure, a un rôle d'éditeur. Marty a un rôle d'éditeur. Je pourrais parfaitement rajouter Valérie pour lui demander ce qu'elle en pense avec son adresse Gmail et la mettre plutôt en commentateur.
Et donc là, elle pourrait rajouter des commentaires sur le document, mais elle ne pas pourrait pas modifier modifier le document. Ou alors, le niveau le plus simple, c'est niveau lecteur. Elle peut consulter, mais ne pas faire de modification. Donc, vous avez la possibilité de définir ces rôles, effectivement, dans Gmail. Voilà pour la petite réponse. Autre question, tu disais, Amélie? Alors, il y a une autre question qui concerne Slack. La question, c'est est-ce qu'on sait garder des traces écrites? Ah oui, parce que tout est archivé. Donc, tu sais revenir. En fait, tout est archivé dans Slack. Ça, tu peux envoyer des documents, mais même tout ce que tu écris dans le chat, on va dire, c'est comme un mur au Facebook, hein, et tout ce que vous écrivez, ça peut être avec une seule personne ou à plusieurs. D'accord? Mais tout ce que vous avez dans Slack est archivé. Donc, un peu comme dans les groupes Facebook, si vous connaissez, si vous voulez retrouver quelque chose qui a été dit ou vous allez dans la recherche, vous tapez et vous allez retrouver une conversation sur tel sujet. Et dans Slack, c'est exactement pareil. Il n'y a rien qui est effacé, sauf si on l'efface, évidemment. Mais sinon, tout est archivé. Voilà. Et alors, Marie, enfin, demandait également de rappeler les outils qui permettent de travailler à plusieurs sur un document. C'est principalement, donc j'ai pas fini, donc j'allais le présenter. Il y a en fait, dans Google évidemment, hein, Nicolas va l'expliquer. Il y a plein de, oui, donc avant, mais alors il y a dans les outils Google, mais sinon si on veut travailler sur un document à plusieurs, donc là je parle d'un document texte, il y a un outil très simple qui est Framapad. Donc ça c'est un logiciel, voilà. Un éditeur de texte collaboratif. Donc là, Framapad, c'est vraiment, on crée le document, donc ici dans le fond, on donne un nom à son document, on clique sur créer, on choisit la validité du document, ça peut aller jusqu'à 1 an, d'accord? Et en fait, ici, vous pouvez ainsi travailler et écrire un document à plusieurs. Et chaque personne, en fait, aura une couleur différente. Donc, Valérie sera en rose, Nicolas sera en bleu, Martrie sera en violet. Et on écrit, on peut en même temps, à distance, à n'importe quel moment, on peut travailler sur ce document et produire du contenu. Et on peut aussi chatter pour refaire des commentaires. Et on a un historique. Et quand le document est fini, on peut l'exporter en PDF ou en mode texte. Et ça, c'est entièrement gratuit et vous n'avez pas de compte à créer. Vous allez là, vous créez un path, vous partagez le lien du document qui reste, on va dire, secret, sauf si vous le repartagez à quelqu'un d'autre. Et vous pouvez ainsi travailler en ligne avec des personnes de votre organisation, de votre association ou de l'extérieur. Donc ça, c'est pour Framapad. Et évidemment, il existe j'enlève mon partage de documents, il existe dans les outils Google la même chose avec Google Docs, mais beaucoup plus. Donc Nicolas, je te repasse la main. Donc vous voyez, on est de retour sur notre petit Word Doc, et donc moi je suis au-dessus, et vous voyez le petit trait, Marty est en dessous. Donc ça fonctionne en direct. Ce qui est assez puissant. Alors, il y a quelque chose qui est vraiment très puissant aussi, c'est que vous voyez ici, dernière modification, il y a 4 minutes. Et donc, en fait, on maintient l'historique de toutes les modifications significatives qui ont été faites. Et donc, je pourrais retourner à la version originale du document, donc qui est vierge, et puis sa première itération. Et donc, vous voyez, Nicolas Vincent a rajouté ceci. Et aujourd'hui, on va voir que Marty a fait une action, mais qu'on a supprimée. Et donc, on pourrait retourner. Typiquement, ça nous est arrivé pour préparer le webinaire. On a aussi ici un document qui est notre historique, en fait, du début du projet subsidié. Donc, c'est un peu notre timesheet. Et il y a eu un bug. Donc, vous voyez que les lignes ici ont disparu. Donc, assez embêtant. Si je n'avais pas cette fonctionnalité, vous voyez, dernière modification il y a 1 heure par Marty Leloup. Je clique dessus. Et donc, je vais pouvoir retourner à ma dernière version et récupérer les 4 ou 5 lignes. Donc, vous voyez en mauve la modification que Marty a effectuée. Et si je retourne au 14 février, je récupère bien mon contenu. Donc, ça, c'est quelque chose qui est vraiment très puissant en termes de collaboration. Et ça, il faut oublier les envois par mail de fichiers que chacun modifie, réenvoie. Enfin, ça, c'est avec des outils comme ça. Et donc, avec Framapad, que je vous ai montré avant, on sait faire exactement la même chose.
sauf que c'est pas intégré dans une suite complète. Mais vous avez aussi tout l'historique, pareil, de versions avec les couleurs et vous pouvez revenir en arrière. Donc ces outils sont vraiment hyper, voilà, c'est beaucoup plus, on travaille plus sereinement avec ce type d'outils. Voilà. Donc moi je vais peut-être finir sur un outil qui me semblait intéressant et puis on viendra sur les autres comme les sheets si tu veux, les feuilles de calcul. Nicolas, tu peux montrer quand même un petit peu, mais je vais juste présenter deux derniers outils qui me semblent intéressants. C'est Netboard, et là on est plus si vous voulez travailler, si vous voulez rapidement avoir quelque chose sur le web qui soit un peu tout public, vous voulez partager des ressources par rapport à un événement, vous voulez partager, vous travaillez sur un projet et vous avez besoin de collecter des adresses, des articles, etc. Et vous voulez mettre tout au même endroit et le partager en mode privé ou en mode public. Donc c'est un peu comme c'est un tableau quoi avec des ressources qui est disponible sur le web. Et donc ça c'est Netboard. Je vous montre. Qui est un outil libre et gratuit. Voilà, vous voyez, outil en ligne gratuit et facile pour collecter, organiser, partager tout contenu web. Donc, c'est du texte, des liens, des documents, des vidéos, des photos, des présentations PowerPoint, des flux RSS et d'autres types de contenus. Et je vais vous montrer. Donc là, on doit créer un compte, hein, et puis après, on crée sa page et on peut partager tous ces types de ressources. Ça peut être utile aussi avec vos publics si vous voulez partager à la suite d'un événement les documents qui ont été réalisés, les photos, etc. Ça peut être une bonne utilisation. Et là, je vais vous montrer donc l'utilisation de cet outil par Laurence qui travaille pour la SBL Forsut et qui partage des ressources avec... elle donne des formations aux enseignants et donc elle partage via Netboard toute une série de ressources. Donc, je vais couper et je vais repartager ici. Et donc voilà, ça c'est sa page, la page qu'elle a créée. Alors niveau esthétique, c'est pas hyper beau, mais bon, c'est très pratique, fonctionnel, c'est très rapide. Voilà, elle partage ici par thématique. Voilà, sur justement, par exemple, documents collaboratifs en ligne, elle met des ressources en ligne. Si on prend Canva, qui est un éditeur graphique, elle partage des ressources qu'elle a trouvées au niveau de Canva. Documents collaboratifs en ligne, elle partage des ressources également. Et Tiglis, ça c'est un outil pour les enseignants. Draw, qui est un outil aussi libre. Et donc, il suffit qu'elle crée son board, on va dire, et puis elle partage le lien. Et les personnes, suite à une formation, un atelier, ont accès aux différentes ressources qu'elle a partagées. Et vous voyez, ça peut être une vidéo YouTube, comme ici c'est un lien, ou même carrément un exercice là, mais ça c'est propre à l'enseignement. Voilà, ça c'était pour Netboard, qui est, je trouve, un outil qui peut être intéressant. Voilà, mais je peux, Nicolas, si tu veux revenir un peu sur les outils collaboratifs de Google, je t'en prie. Donc, je reviens finalement. Voilà, je vous montre peut-être un dernier aperçu de l'ensemble de la suite. Donc, moi, j'utilise, ici, on a la partie Gmail. On a l'agenda qui va permettre d'organiser les réunions et puis le Drive pour la partie stockage. C'est ici aussi qu'on va pouvoir donc lancer la création de documents et on peut partir, je voulais montrer qu'on peut partir à partir de modèles en fait, que ce soit pour un doc, un sheet, maintenant un modèle. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est quand on veut faire un petit PowerPoint en ligne. C'est le troisième type de document que je vous avais pas encore montré, mais donc on peut préparer un PowerPoint en ligne. Et voilà, ce qui est intéressant, parce qu'on est rarement tout seul à créer un PowerPoint. Et ça, c'est vraiment un des exemples compliqués à se partager pour co-construire une présentation. Donc ici, ben voilà, je peux partir d'un thème qui donnera déjà une petite identité graphique et quelques choix de typos bien sentis qui feront tout de suite que votre présentation aura un impact. Mais voilà, vous pouvez changer les couleurs, etc. Hein, par exemple. Donc, il y a une base, mais qui est vraiment une base. Je vais pouvoir changer mes photos. Ça, voilà. Ici, c'est pas l'idée de montrer comment on fait un slide, mais vous avez déjà des bases qui peuvent vraiment accélérer les choses, quoi.
Et partir de zéro, c'est parfois frustrant et démotivant. Donc, n'hésitez pas à tester les modèles. Vous avez des modèles pour tous les types de documents. Donc là, c'est un modèle de slide, mais vous avez des modèles aussi pour du texte. Donc là, on va partir sur des modèles de CV, sur des modèles de compte rendu. Donc, n'hésitez pas à explorer tout ça. Donc ici, il y a même un modèle de recettes. Et donc voilà, ces documents, l'intérêt, c'est de partir d'une mise en page déjà existante. Encore petite anecdote par rapport aux graphistes, mais il faut savoir qu'ils détestent Word en général parce que on arrive souvent à faire la même chose de manière bien plus simple. Mais voilà, ici, on travaille dans les ASBL, c'est souvent des outils qu'on maîtrise. Et donc voilà, partir et créer un document en partant de zéro comme ça, je crois que tout le monde sera d'accord pour dire que c'est très compliqué. Et voilà, on peut avoir de beaux résultats en partant d'un modèle. Donc, toujours avec les fonctionnalités de partage avec des collaborateurs, de garder la trace de ce qui a été modifié et de pouvoir stocker en permanence sur un disque dur en ligne ce document qui est facilement retrouvable par ses collègues, etc. Donc, et ça aussi bien pour les feuilles de calcul que les documents, que les présentations type PowerPoint que tu viens de montrer. Oui. Et alors, il faut savoir que voilà, on vous invite à essayer ces fonctionnalités parce que les fonctionnalités évoluent. Parfois, on en ajoute de nouvelles. Et puis, il y a des choses qui vont paraître très intéressantes en fonction de nos usages. Typiquement, ici, si j'avais défini que cette présentation est bien pour présenter les recettes de la ferme Coworking, mais je ne vais pas travailler sur cette version-là, mais je vais en créer une copie. Voilà, c'est des choses qui sont possibles. Directement, ils vont me demander si je veux partager cette copie avec les mêmes personnes. Est-ce que je veux copier les commentaires et les suggestions qui auraient déjà été faites sur la première version? Vous voyez, vous avez des outils qui peuvent être assez puissants et faciliter les choses et faire gagner pas mal de temps. Et donc, dernier exemple de document, je reviens à ce petit tableau Excel, mais c'est typiquement un outil qu'on utilise souvent parce que ça peut correspondre à différents usages. On peut en faire un calendrier de la semaine et préciser qui vient quand dans les coworkers, par exemple. Ou dire, voilà, cette pièce n'est pas accessible telle journée. Et donc, par rapport à la question de Marie, je pense, de tout à l'heure, là, il y a un vrai intérêt à avoir des gens qui peuvent éditer le document et puis les gens qui ne peuvent que le consulter. Nos coworkers, voilà, ils nous demandent de réserver la salle. Une fois qu'elle est dans l'agenda, ils ne peuvent pas la supprimer eux-mêmes. Vous voyez, c'est des outils qu'il faut un petit peu prendre en main et les pousser un petit peu pour voir quelles sont les fonctionnalités intéressantes dans votre cas. Voilà. Dernière petite remarque, Google et voilà, YouTube, c'est Google aussi, et ils ont développé énormément de petits tutoriels de quelques minutes pour apprendre à utiliser ces outils. Mais c'est également le cas pour tout ce qui est Frama. Donc, n'hésitez pas à faire un petit rafraîchissement via YouTube quand vous recommencez à utiliser ces solutions. Ici, on vous en a présenté 5-6 x 2. Donc, n'hésitez pas à vous rafraîchir un peu l'esprit et à dire à Amélie aussi s'il y avait des outils que vous désirez qu'on pousse en particulier, parce que voilà, ça peut être possible de segmenter un petit peu. Oui, voilà, c'était un petit. Je crois qu'en fait, voilà, on a fait le tour. Peut-être il y a encore des questions, Amélie. Oui. On est dans le temps, on est timing nickel. Parfait. J'ai 2-3 petites questions. Alors, j'ai une question de Raoul qui demande s'il existe un outil similaire à Google Drive dans le cas d'un document partagé affinité graphique, dans la même trempe que Trello, mais gratuit si possible. Donc, attends, qui permettent de partager des documents de type graphique. Oui, par exemple, des visuels ou des vidéos, des choses comme ça, en fait, ou des visuels. Peut-être que Raoul peut ouvrir son micro et préciser. Oui. Mais sinon, en fait, tantôt on parlait de Google Drive, mais moi j'ai parlé de pCloud, donc qui est suisse et qui permet 10 gigas. Et clairement, sur pCloud, c'est un disque dur en ligne, tu peux y mettre tout type de fichiers, voilà, jusqu'à 10 gigas en mode gratuit.
Donc, remarque, en fait, je ne sais pas si c'est à ça que tu penses, Raoul, mais nous on utilisait InVision avec, je collabore avec une petite agence de pub de Bruxelles et on intègre des mock-ups de pages web sur lesquelles il est possible de venir mettre des annotations. Ça, c'est un outil spécifiquement développé pour les designers. Et donc, il y a des fonctionnalités même très avancées où on peut inclure déjà du code CSS, si c'est des termes qui parlent. Et c'est vraiment un outil qui est destiné à être intermédiaire entre la maquette et tous les corps de métier qui vont travailler sur un site web. Donc ça, je t'invite à regarder, c'est InVision. Malheureusement, par contre, je pense que c'est payant parce que les fonctionnalités sont vraiment très avancées. Mais si, voilà, travailler sur un document visuel et y mettre des commentaires, à mon avis, tu peux faire un PDF annoté dans la suite Google aussi. Mais si tu veux, tu peux me contacter un peu plus en direct si c'est InVision qui t'intéresse et tu veux que je t'en parle un petit peu plus. Et je peux rechercher voir s'il y a des équivalents gratuits, mais à l'époque où je l'utilisais, c'était pas encore le cas. Il faut savoir aussi qu'on pourrait utiliser pour partager des visuels Google Photos, qui est compris aussi dans... Enfin, quand on dit les outils Google, soit on peut utiliser un outil ou deux outils Google, soit on utilise l'ensemble de la suite. Une fois que vous avez une adresse Gmail, vous pouvez choisir quels outils utiliser. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser tout, de toute façon. Et alors, il y a effectivement Google Photos qui est... Il y a une partie gratuite en tout cas... En mode standard, quand vous envoyez des visuels ou des photos en mode standard, donc c'est un petit peu compressé, c'est illimité. Si vous envoyez les photos ou les fichiers, les fichiers photos en mode complet, donc brut, là vous pouvez le faire en mode payant, mais c'est pas très cher non plus. Et puis il y a une partie, c'est compris dans. Tu disais tantôt que tu avais pris 200 gigas. Pour Google Drive, mais il y a aussi une partie qui est consacrée à Google Photos. Et donc Google Photos, ça vous permet d'envoyer en ligne des photos que vous partagez avec vos collaborateurs ou même en mode public avec des publics. Et tout type de visuel peut être envoyé dans Google Photos. C'est comme une galerie d'images. Et donc ça peut être utilisé aussi pour ça en fait. Les illustrations, on peut faire des illustrations ou des mock-ups, etc., qui peuvent être stockés dans une galerie Google Photos et qu'on peut partager avec ses collaborateurs. Voilà, mais on ne sera pas modifié par contre. Vous allez dans Google Photos, vous avez des petits outils de retouche photo. Mais si vous envoyez un visuel que vous avez réalisé dans Photoshop, vous l'envoyez en format, je ne sais pas moi, JPEG ou PNG, etc., il sera visible par tout le monde, mais il ne sera pas modifiable. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais voilà. Raoul confirme que ça répond. Ok. Alors, Raoul, je vais aller voir Crello. Je viens de taper. Je suis curieux de voir un petit peu cet équivalent à Canva. C'est vrai qu'on n'a pas pensé à Canva, Valérie. Je pense que Raoul parlait aussi de co-construire un visuel, en fait. Ah oui, co-construire un visuel. Alors, par exemple, co-construire un flyer, une carte de visite, une brochure ou une publication Facebook à plusieurs, on peut utiliser Canva, qui est un outil graphique en ligne. Ouais. J'en ai pas parlé parce que c'est vrai que on était dans le kit du télétravail, donc c'était vraiment monter des outils collaboratifs quand on travaille à distance. Là, c'est plus spécifique, mais voilà, c'est des outils qu'on connaît aussi. Et Crello, oui, c'est un équivalent à Canva. Mais moi, je préfère au Canva, voilà. Mais voilà. On a également une question de Marie-Ève, donc il nous demande si on peut convertir facilement le contenu d'un texte Framapad en Word. Alors, en général, je ne sais plus, mais moi, je l'exporte en mode texte, donc ce qu'on appelle TXT. Parce qu'il faut savoir que Framapat, vous n'allez pas faire de la mise en page. Hein. C'est vraiment un éditeur de texte. Donc, vous allez mettre du gras, de l'italique, du souligné, mais vous n'allez pas faire des mises en page complexes. Donc, on ne l'exporte pas en Word, on l'exporte en .txt. Et puis, le Word ouvre ce point texte. Et vous pouvez améliorer la mise en page à ce moment-là. Mais Et il y a un export en PDF, mais il n'y a pas d'export en .doc. Parce que .doc, c'est propre à Word. Et donc, on n'est pas dans Donc, Framapat, ce n'est pas un traitement de texte, c'est vraiment un éditeur de texte. On tape du texte, on fait quelques petites mises en page, on a des puces, les trucs de base, de formatage, et voilà. Et après, on peut l'exporter, l'ouvrir dans Word, oui,
et aller plus loin dans la mise en page. Mais on est vraiment dans l'idée d'écrire un texte ensemble ou de partager des idées. Voilà. Est-ce que ça répond à la question? Alors, ça me fait peut-être juste vouloir revenir rapidement sur Google Doc, donc l'équivalent Word de Google. Donc, vous avez, je vais vous montrer dans l'autre sens. Donc, ici, quand on a un document, on a différentes possibilités d'export. Et donc, ici, vous allez à chaque fois avoir, que ça soit pour les slides ou pour l'Excel, vous avez à chaque fois des variantes. Donc, on peut avoir un fichier tip-top Microsoft Word, l'équivalent Open Document, et puis un PDF, ce qui est souvent pratique, la mise en page ne bouge plus, et encore quelques petites variantes. À l'inverse, on peut aussi convertir un document créé sur Word en Google Docs. Donc ici, vous voyez, je viens d'importer cette demande d'agrément comme entreprise sociale, qui est un document créé en doc fourni par la région Wallonne. Quand je vais l'ouvrir, je vais déjà pouvoir le visualiser. Mais pour l'éditer, je vais l'ouvrir avec Google Docs. Et donc, c'est sur cette nouvelle version créée que je vais partager avec mes collaborateurs. Et à nouveau, si je dois fournir un document .doc parce que c'est demandé par la région Wallonne, ben là, j'aurai à nouveau la possibilité de le télécharger dans le format Word officiel. Vous voyez, une fois que ce document doc a été intégré, je peux l'éditer comme vous pourriez le faire dans Word. Avec l'intérêt maintenant, c'est qu'il va être partagé automatiquement avec les personnes qui sont concernées par notre projet. Et alors, il y a une dernière petite nuance, c'est qu'on peut activer des notifications, donc pour être averti dès que quelqu'un réalise une modification sur le document. Mais ça, voilà, on est encore dans des fonctionnalités un petit peu plus avancées, je vais m'arrêter ici. J'ai envoyé pour revenir sur la question précédente, on peut effectivement exporter un .doc à partir de Framapat, ce que moi je ne fais jamais, j'ai envoyé dans le chat un petit lien avec un tutoriel très simple pour apprendre à utiliser Framapat. Je viens de le mettre dans le chat pour ceux qui sont intéressés. Il y a une autre question? Oui, il y a une petite question d'Élise qui nous demande si il est plus facile de prendre en main la fonctionnalité newsletter de Google Docs plutôt que celle de MailChimp. Alors ça, je ne sais. Moi, je ne sais pas s'il existe une fonctionnalité newsletter pour Google Docs. Mais je ne savais pas non plus. Maintenant, c'est quelque chose que je vous invite à creuser parce que MailChimp devient de pire en pire. Ouais, en fait, il devient de plus en plus payant. Et donc, faut savoir que moi, ça a été suffisant. Ça a toujours été une usine à gaz avec énormément de fonctionnalités. Maintenant, en tant que moi, web designer, pour faire les liens avec mes sites internet, c'était intéressant. Maintenant, dans l'usage que 90% des ASBL en font, c'est, comme disait Valérie, un bazooka pour tuer une mouche. Donc, s'il y a une fonctionnalité qui existe maintenant dans Google, on va s'empresser de la découvrir. Éventuellement, on peut vous faire un petit topo en ligne par la suite. Parce que de plus en plus, je déconseille MailChimp. C'est une solution qui a été en version gratuite. C'est leur stratégie, en fait. Ils ont fait 10 ans de gratuit, ce qui a permis de faire rentrer la solution dans énormément d'entreprises. Et donc, ces entreprises-là, aujourd'hui, si elles veulent continuer à vraiment l'utiliser, elles doivent payer. Mais ce qui est beaucoup plus cher qu'un équivalent qui est payant dès le début, en fait. Donc voilà. Aujourd'hui, ça vaut la peine de refouiller une nouvelle solution. On aime souvent rester sur celle qu'on maîtrise, mais là, ça vaut la peine d'essayer. Donc en emailing, il y a quelque chose de français qui est pas mal fait quand on a une stratégie où l'emailing est important, donc on va faire les choses assez de manière approfondie. C'est Sendinblue. Oui, c'est ce que j'ai mis dans le chat. Oui. Et sinon, en version très légère, pour envoyer 2 newsletters par an, mais vouloir faire notamment un petit lien avec son site internet, c'est-à-dire que les gens puissent simplement mettre leur adresse email et que cette adresse email aille être dans une base de données directement liée à tout, il y a MailerLite. Donc voilà, ça c'est 2 solutions que mes collègues marketing utilisent. J'en profite d'ailleurs pour rebondir sur le fait qu'on proposera un atelier pratique sur les newsletters en décembre.
décembre. Donc, voilà, c'est un peu loin, mais si d'ici là, il n'y a pas de solution trouvée, n'hésitez pas à vous inscrire. Voilà. Alors, une toute petite question, enfin, si on peut passer à la suivante, parce que je pense que Valérie voulait dire quelque chose. Non, vas-y. J'avais reçu une petite question d'une participante qui n'avait pas su nous rejoindre aujourd'hui finalement. C'est un peu particulier, mais je la pose quand même. Elle me demande si il existe des logiciels ou des astuces pour vérifier que les employés travaillent correctement en télétravail, parce qu'il semblerait qu'elle a un employé qui confond travail et vacances. Ah. Si ce genre de choses pouvait être contrôlé par informatique, je crois que je quitterais le pays. Non, enfin, je pense que c'est assez. Enfin, la réponse, c'est, je pense que ce genre de, voilà, c'était un problème humain, ça, hein, pour moi. Donc, c'est un problème de ressources humaines et de confiance qu'il faut instaurer et de dialogue entre sa hiérarchie et donc franchement, voilà, j'en connais pas, ça existe peut-être, hein, mais c'est quelque chose que. Oui, en fait, ça existe, mais je suis même pas sûr que légalement un employeur ait le droit d'installer ça sur les machines de ses employés. Par contre, quand on travaille par télétravail et pour éviter de devoir, je veux dire, sévir, ben finalement la logique c'est d'avoir une liste de tâches claire. Et là, rien n'empêche de demander à son employeur de faire du time tracking. Donc, c'est-à-dire de traquer son temps et de définir, OK, entre 8 et 10 heures, j'ai fait ça, entre 10 heures et midi, j'ai fait ça. Et donc, si c'est un peu plus facile de remettre cette liste de ce qu'on a fait à côté de la liste des objectifs, de dire, OK, il y a un souci, il y a un problème à ce niveau-là, quoi. Moi, c'est plutôt comme ça que j'ai dû le faire dans les sociétés où on devait faire du time tracking. C'est quelque chose que j'ai dû faire. Et j'ai utilisé longtemps l'application Toggle pour ça. Donc, c'est T-O-2-G-L, qui a une petite application iPhone, une petite application Android. Et donc, on a un bouton, on le lance, et quand on l'arrête, on dit sur quelle tâche on venait de travailler. On a la possibilité à la fin de la journée, de recompléter les moments où on aurait oublié de le faire. On a la possibilité d'adapter le timing qu'on a défini pour une tâche. Mais voilà, c'est ce type d'outil que je vous inviterai à tester et à essayer de faire utiliser par vos employés. Ça, je pense que de toute façon, c'est une exigence qu'un employeur peut avoir, c'est d'avoir un tracking, enfin un listing des tâches de la journée. Et le petit outil qui peut permettre d'assurer finalement les choses, c'est le time tracking. Parce que c'est difficile de tricher et de dire, OK, là en 3 heures, j'ai rien fait, en 1 heure, j'ai fait 3 fois plus. Ça peut permettre de faire du contrôle, mais à partir d'une base un peu plus légale que d'espionner. Ok, merci pour cette réponse. Et voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Et si on n'a pas, moi je propose un tout petit tour de table. Oui. Oui, Valérie? Non, je voulais simplement dire qu'au-delà du tracking, time tracking, ouais, ce qui fonctionne bien aussi, c'est, enfin, qui devrait fonctionner, c'est de planifier des objectifs et des tâches sur un planning partagé, et on peut utiliser des outils d'agenda ou de tâches pour ça, et où on demande à la personne d'avoir fait telle ou telle chose. Voilà, tout simplement. Mais c'est vrai que c'est avant tout une philosophie. Et peut-être que en Belgique, en Europe, on est moins habitué à ça, mais faut savoir que parmi le top 20 des entreprises qui sont dans le top, mais pas que en argent, mais en bonheur en entreprise. Enfin voilà, il y a des gens qui estiment qui est le meilleur employeur des États-Unis, le meilleur employeur de Belgique. Faut savoir que tous ces employeurs qui sont dans le top ont une base commune, c'est qu'ils n'ont pas d'horaire. Donc les gens ont des objectifs, peuvent travailler au bureau, peuvent travailler à la maison, mais si vous prenez le top 20 des entreprises américaines qui fonctionnent le mieux, personne n'a d'horaire. Donc les gens ont des objectifs et voient comment ils remplissent leur. Encourager la responsabilité et l'autonomie de ses collaborateurs, ça me semble. Mais bon, après c'est un autre débat. Voilà. Parce que le présentéisme coûte apparemment en Belgique aussi cher à l'État que l'absentéisme. Donc là, il y a des questions à se poser aussi. Venir pour faire 8 heures, c'est pas forcément toujours bien par rapport à demander à son employé finalement de faire la quantité qu'on a estimée sur 6 heures et qu'on sait qu'il va être faite, quoi. Donc voilà.
Mais ça, c'est la philosophie d'entreprise plus que des outils. Tout à fait. Voilà. Mais donc, s'il n'y a plus d'autres questions, moi, je propose juste un petit tour de table pour voir un peu s'il y a des sujets ou des outils que vous souhaitez approfondir. Donc, des outils qui ont été abordés aujourd'hui, mais que vous souhaiteriez aller plus loin dans le cadre d'un autre atelier ou une autre formation. Quand on parle d'approfondissement aussi, il n'y a pas que la technique de l'outil, je pense. Il y a aussi comment on peut l'utiliser dans le cadre de son travail. Il y a aussi ça que, je pense, Nicolas, Marty ou moi, on peut apporter. C'est par rapport aux besoins, c'est comment, c'est pas spécialement techniquement, mais en tout cas dans les usages, qu'est-ce qui me correspond le mieux et comment tous les trucs et astuces qui, dans l'utilisation quotidienne, qu'on peut avoir des outils, quoi. Tout à fait. Donc voilà, si quelqu'un veut intervenir, il peut ouvrir son micro. Mais je pense qu'aussi que... Bien, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Oui, vous m'entendez. Oui. Bonjour, je vous ai rejoint un peu en retard, je suis désolée, mais je pense que je me suis trompée dans l'horaire. Enfin voilà. Donc je vous ai pris en cours de route, bien demain. Bonjour Véronique. Oui, bonjour. Ça va. Je n'avais pas vu, oui ça va. Non, mais non, écoute, en fait, j'avais compris que c'était 11h et par prudence, je me suis connectée à 10h40. Tu vois, pour être prévoyante, et je me suis rendu compte que j'arrivais un peu comme un cheveu dans la soupe. Mes cheveux dans la soupe, je pense que même si j'étais arrivée à 10h, je pense que je risquais très fort d'y être, parce que je me rends compte que je tombe, en tout cas, dans un nouveau vocable pour moi, dans une autre sphère. Et donc, et c'est vrai que, enfin voilà, je sais pas si je suis la seule, mais je suis très très intéressée. Mais quand vous parlez d'approfondissement, je me dis pour moi, est-ce qu'on ne pourrait pas revenir aux bases, parce que certes, voilà, j'utilise quelques petits outils, mais je suis vraiment loin et j'avais, en tout cas en ce qui me concerne, un peu de difficulté à vous suivre parce que je me rendais compte que je manquais fondamentalement de base. Donc voilà, si en termes d'orientation à l'avenir, vraiment, moi je me dis voilà ma demande en tout cas. Maintenant, je ne sais pas si voilà. Quand on parle d'approfondissement aussi, c'est ce que je disais, ça peut être dans justement dans l'identification des besoins. Oui. Et voir quel outil peut correspondre et si tel outil correspond, voir ce qui peut être mis en place pour l'utiliser dans l'association, tu vois. Il y a aussi cet aspect-là, ce n'est pas que l'aspect technique. Hein. Oui, c'est ça. Mais enfin, c'est très très riche et vraiment merci parce que voilà. Mais alors, c'est vrai qu'en 1 heure, faire un tour d'outils numériques sans voilà. Mais je veux dire, voilà. Pas évident. On a déjà des noms, des noms de et pour demander un approfondissement dans quelque chose qui est nommé, parce que jusque-là. Mais voilà, mais effectivement, moi, je ne suis pas du tout une experte en informatique, donc ça, je le reconnais aisément. Non, mais voilà. ici, tu vois. Oui. Par exemple, vous allez avoir la liste des outils qu'on a rapidement survolés, enfin, juste montré ce qui existait. Mais par exemple, dans les outils, je vais prendre Jitsi, qui est un outil de vidéoconférence. Si cet outil-là déjà vous intéresse, ou Google Meet, ou si la vidéoconférence c'est quelque chose que vous voulez dire, tiens, ça, ce serait bien quand même d'essayer de systématiser ça dans l'association, voir comment on peut l'utiliser avec nos collègues. On pourrait travailler là-dessus. Avec plusieurs associations, tu vois. Donc, c'est un peu regarder les outils par rapport aux usages qu'on a, donc la liste que vous allez recevoir, et se dire, tiens, ça, c'est pour le télétravail, si on doit recommencer à être confiné, etc. Ça, c'est peut-être une outil qu'on doit approfondir dans le sens réflexion et utilisation technique par la suite. Oui, vraiment, oui, mais donc ça c'est bien. Tu vas nous envoyer en fait la liste. Oui, vous allez avoir voilà, avec à chaque fois un petit descriptif de l'outil en français. Oui. Et puis voilà. Si c'est le partage de documents qui vous manque dans l'association, on peut travailler là-dessus. Si c'est la vidéoconférence, voilà, et voir peut-être qu'est-ce qui est prioritaire dans votre association par rapport au télétravail. Dans la situation qu'on a vécue, qu'est-ce qui s'est passé, qui n'a pas fonctionné parce que vous n'aviez pas les bons outils. Et donc de me dire, ça n'a pas fonctionné, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place, avec quels outils, est-ce que dans la liste que je viens de recevoir, il y a des outils qui pourraient peut-être y répondre, etc. D'accord. Je me permets de rebondir que Valérie a une réponse quand même juste, c'est si on reconfine,
n'hésitez pas à profiter, et même quand vous êtes physiquement présent, d'utiliser ces outils, de les tester. Parce que nous, ça fonctionne et ça continue à bien fonctionner à distance parce que quand on était en physique, on les utilisait déjà. Marty peut être dans la même pièce. J'ai quelque chose en tête que je veux lui faire mentionner ou je ne veux pas oublier. Je lui envoie un petit message Facebook. C'est notre mode de fonctionnement qui a bien fonctionné jusqu'ici. Et voilà, on est habitué à ça. Et donc, finalement, qu'on soit dans la même pièce ou chacun chez soi, on a déjà cette habitude. Mais donc, ça veut dire qu'on a l'habitude de répondre, on a l'habitude de faire un suivi s'il y a une tâche à enclencher. Parce que le danger, c'est d'utiliser, de prendre ces canaux de communication pour des canaux de communication. Il doit avoir un objectif. Et c'est là où on fait la différence entre un petit message Facebook, entre un mail officiel ou un courrier recommandé. Vous faites cette nuance parce qu'il y a des objectifs différents derrière. Et ici, en fait, il faut se poser la question. Aujourd'hui, je vais utiliser Facebook, là, dans ce cas-ci, ou un mail. Typiquement, tantôt la question de savoir si on garde des tracks dans Slack. Si le sujet qui nous préoccupe, c'est de pouvoir facilement retrouver le document, garder l'historique, ben ne le faites pas dans Slack. C'est un mail. Alors voilà, c'est toutes les démarches qu'il y a à faire, mais profitons peut-être et profitez que vous allez peut-être revoir vos gens autour d'une table pour discuter de ça, de voir quand est-ce que tu préfères recevoir un mail, quand est-ce que tu préfères recevoir un SMS. Ou un, voilà, parce que même en fonction de la journée, on a des exigences ou des facilités différentes. Moi, le matin, si je dois commander du café, je vais le faire par mail. Si je veux le faire par midi, je vais le faire par téléphone. À 21h, je vais commander pour l'e-commerce. Donc, la même personne va utiliser 3 canaux différents pour le même besoin sur la journée. Voilà. N'hésitez pas à profiter de vous revoir pour en discuter et de faire un peu du faux, mais du faux à distance. Oui, du testing, effectivement, d'implémenter ça dans les pratiques de façon plus quotidienne. Pour, effectivement, parce qu'autrement, on risque, comme tu dis, d'un moment donné, que ça d'oublier. Et ne pas avoir peur de... Vous vous dites, je ne suis pas une informaticienne et compagnie, mais Valérie et nous, on a un projet Interreg dans lequel on doit travailler à distance. Ça n'a pas été facile pour nous non plus parce que physiquement, il n'y avait pas encore eu la sauce n'était pas encore vraiment bien présente. Donc, ne vous dites pas que c'est parce que vous êtes novice en informatique. Je crois que c'est le cas pour tout le monde qui rentre dans la démarche. Et tant mieux s'il y a un geek ou quelqu'un qui s'en sort un petit peu mieux, mais c'est pas ça qui va faire la différence. C'est l'intérêt en fait que vous allez avoir pour ces outils et de savoir est-ce qu'ils vont vraiment être utiles ou pas. Sinon déjà il n'y aura pas d'adhésion. On a essayé de mettre en place des Slack dans des structures où les compétences techniques étaient très très présentes, mais ça n'a pas pris parce que les gens n'ont pas trouvé l'intérêt fonctionnel. Donc voilà, merci. Par rapport à ça. Profitons qu'on peut se revoir pour mettre des choses en place. Avec plaisir, merci. Je pense qu'Élise veut intervenir également. Élise, n'hésitez pas à... Bonjour, je ne sais pas si on m'entend. Oui. Oui, bonjour à tous. Merci pour la présentation, c'était vraiment super intéressant. Je rejoins ce qui vient de se dire dans le sens où nous, on est justement en train de réfléchir aux moyens de communication qu'on exploitait déjà, mais on essaye quand même d'optimiser un peu tout ça. Et en fait, moi, ce que je voulais demander, donc en fait ici on est une équipe de chargés de projet dans le secteur de la promotion de la santé. Donc on accompagne comment dire de manière autonome des projets voilà dans différents secteurs, enseignement, logement, etc. Et en fait ici c'est vrai qu'il y a pas mal d'outils qui seraient super intéressants pour nous, mais en interne ici on essaye de revoir la dynamique de communication et c'est vrai que pour tout ce qui est agenda commun, etc., partage de fichiers, l'offre de services est quand même relativement grande et nous on travaille avec une vieille plateforme mail, donc RuneCube pour ne pas la citer, et en fait ça freine beaucoup dans notre communication parce que une fois qu'on veut avoir recours, par exemple, aux outils Google, etc., voilà, on n'a pas d'adresse ou alors c'est nos adresses personnelles, etc. Donc moi, je voulais savoir, premièrement, ici, je vois qu'il y avait, une suggestion d'accompagnement pour revoir éventuellement des outils justement comme ça en interne. Est-ce que c'est payant, les conseils et l'accompagnement que vous suggérez ici ?
Alors, on avait donc convenu avec la ferme et avec le coworking 420 de éventuellement développer d'autres petites formations en ligne du même type que ce matin pour approfondir certains outils selon la demande. Et ce sera la même formule qu'actuellement, donc a priori, non, pas payant. Ça resterait gratuit. Oui. Maintenant, si c'est vraiment, je pense, un accompagnement dans Personnalisé. l'organisation personnalisée, c'est autre chose. Ici, c'est plus par rapport à vos retours. Donc, je pense que j'en avais discuté avec Marty, en tout cas, d'envoyer un formulaire justement pour. Ok, vous aurez un peu dormi sur le webinaire. On vous envoie un formulaire où vous pouvez nous faire un retour sur les choses que vous voulez approfondir. Mais je disais approfondir, c'est dans la réflexion, les usages. Mais l'idée était de le faire avec quelques associations quand même et pas de faire du coaching personnalisé en interne dans l'association. Hein. D'accord, ok. Et Le alors, commentaire, Marty a mis dans le chat donc le lien vers le petit questionnaire qui va permettre d'identifier un petit peu vos recours et la suite. Et donc, mais pour une première partie peut-être de réponse par rapport à ta demande, nous c'est le cas aussi. Donc, on utilise Google, on y fait parvenir les mails qui sont destinés à la ferme, mais ce n'est pas direct. C'est-à-dire que Google favorise son service et donc ne va pas questionner les serveurs d'OVH. Tu parlais de RunTube systématiquement. Donc, nous on envisage de passer à la G Suite. Donc, c'est la version professionnelle de Google, si tu veux. Donc là, c'est un tarif de 5 € par mois par utilisateur. Donc, nous, on en aurait pour 10 € par mois, Marty et moi. Et là, en fait, ça permet vraiment de remplacer RunTube par Google avec toute la facilité de l'écosystème qui existe. D'accord. Donc, ça, c'est quelque chose que tu peux explorer si l'outil de Google te plaise et que tu veux lier ça beaucoup plus directement à, on peut utiliser une adresse de Gmail, c'est une manière de le faire. Okay. Il y a aussi. Vas-y, Élise. Oui, juste une dernière petite question tant que j'ai encore la parole. Je voulais savoir si Netboard, tantôt que Valérie abordait, si ça pouvait être utilisé comme plateforme newsletter, parce qu'en fin de compte, c'est quand même une mise en ligne de ressources, donc ça pourrait éventuellement remplacer ou substituer une newsletter. Alors. La newsletter telle que je l'imagine moi, je dirais que non, mais par contre, tu peux très bien collectionner sur cette page Netboard les différents. Bon, une newsletter, c'est souvent tu renvoies vers des articles, des contenus, vers du contenu. Donc tu peux très bien envoyer à ton public le lien vers un Netboard qui reprend en fait tous les contenus que tu veux partager. Mais on n'est pas dans un système. La newsletter, c'est tout un système où les gens s'abonnent. Une fois qu'ils sont abonnés, c'est automatique. Tous les X temps, ils reçoivent dans leur boîte mail du contenu que tu as mis en page, etc., qui renvoie vers des contenus externes ou du texte directement dans le mail. Donc, c'est quand même différent. Mais en fait, ça peut être utilisé aussi, je sais pas si tous les mois tu voulais partager un dossier de ressources sur la santé mentale des enseignants. Je sais pas pourquoi je parle des enseignants. Sur la santé, la santé mentale des enseignants, ben, tu peux avoir un Netboard que tu alimentes avec des articles, des vidéos, etc., des interviews que tu as trouvées, un Netboard qui reprend tout ça. Et tu l'envoies à ta communauté d'enseignants. Voilà. Et quand tu ajoutes deux, trois ressources, tu annonces à ta communauté par mail ou via un autre canal. Voilà, il y a 4 ressources en plus sur la page Netboard. Et donc là, tu peux partager assez facilement. Donc ça peut être utilisé comme ça, mais on ne peut pas dire que c'est un système de newsletter. D'accord. Voilà. Je ne sais pas si ça répond. Si, tout à fait. Merci beaucoup en tout cas. Pas de souci. Alors, ce que je voulais simplement dire aussi, si dans certaines de vos associations, vous utilisez déjà Office, Microsoft Office, Word, Excel, etc., et que vous avez pas en mode piratage, mais que vous avez des licences, il faut savoir que dans les outils Microsoft Office, il y a un équivalent aux outils Google qui s'appelle Teams. T-E-A-M-S. Enfin, on pourrait dire que ça ressemble à Slack. Donc, Teams, c'est un outil qui centralise
c'est un chat, c'est un agenda, c'est des documents Word, c'est des feuilles de calcul Excel, mais tout, donc vous utilisez les outils Microsoft, mais tout est centralisé dans Teams. Et vous créez une équipe, par exemple, dans Teams, une équipe, je ne sais pas moi, Intervision. Véronique, t'es là, du coup, il y a des mots qui me viennent. Intervision, et vous créez cette équipe, vous ajoutez toutes les personnes de votre association qui sont concernées, plus les personnes externes, et alors vous avez un espace où vous pouvez, une messagerie instantanée comme un mur Facebook, où vous pouvez échanger, partager des fichiers, etc. Ce qui est différent du mail, où il y a une vraie conversation qui se fait, et où vous pouvez partager un fichier Word, le commenter, etc. Et donc Teams, c'est un centralisateur des outils Microsoft Office, à un seul endroit. Donc, pour ceux qui utilisent Microsoft Office, il y a peut-être cette réflexion. Voilà. Je pense qu'on va peut-être clôturer tout doucement. Oui, parce que voilà, on a dépassé, mais. Comme à chaque fin de formation, je vais vous envoyer par mail un petit questionnaire de satisfaction dans lequel vous aurez la possibilité de pouvoir indiquer ce que vous souhaitez approfondir, si vous souhaitez approfondir certaines choses. Oui, plus le formulaire que Marty a mis dans le chat. Si tu savais le remettre en lien, oui. Je vais le rajouter également à notre mail que je vous envoie tout de suite dans quelques minutes, et dans lequel il y aura également le document récapitulatif de tous les outils qui ont été abordés aujourd'hui. Donc voilà, merci aux deux coworking pour ce super webinaire, et puis merci à tous. C'était super intéressant comme échange. Merci à tous. Vraiment merci. Vraiment merci beaucoup. C'est vrai que parfois il est vraiment difficile de formuler les besoins parce que on ne sait même pas ce qui. Enfin, vous voyez, parfois on ne sait même pas ce qui existe, donc on ne sait même pas qu'on pourrait avoir besoin. Oui. Donc je pense que ce genre de formation. Non, mais je pense que ça paraît peut-être, ça vous paraît peut-être étrange, mais non. C'est là. Et donc voilà, le fait d'entendre parler permet de formuler en tout cas une demande et un besoin ultérieurement. Donc voilà, merci. Voilà. Mais c'est le début, et puis on verra comment. Oui, c'est ça. Voilà. Mais merci à tous également. À bientôt. Voilà. Allez, au revoir. Bonne journée. Au revoir.